Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette quatrième et dernière vidéo sur l'hypertension artérielle où on abordera les problématiques urgence et hypertension. Alors vous avez probablement déjà rencontré ces termes de crise hypertensive, d'HTA maligne, d'urgence hypertensive. Ce ne sont pas des termes qui sont toujours très simples à différencier les uns des autres et je vous propose qu'on essaie d'éclaircir ça un tout petit peu ensemble. On parlera donc principalement de ces deux sous-items de la fiche LISA, mais également un tout petit peu de celui sur l'HTA résistante parce que même si on a déjà abordé le point par le passé, il manque une ou deux petites notions que je voudrais rajouter ici. Comme d'habitude, on utilisera bien sûr l'ISA et le livre du Collège des enseignants de cardiologie comme source, mais également, vous le voyez ici, quelques autres articles au coup par coup dont vous trouverez les références juste écrites ici. Alors, si on schématise la gravité des signes fonctionnels et de la clinique entre aucun à gauche et important et grave sur la droite, et que l'on met les chiffres tensionnels en ordonnée, on va pouvoir facilement placer dans ce quart en bas à gauche les chiffres de pression artérielle normaux, puis au-dessus la pression artérielle élevée, et enfin les situations d'hypertension artérielle qui, je le rappelle, sont le plus souvent asymptomatiques. Eh bien la crise hypertensive, c'est ça, ce sont des chiffres tensionnels supérieurs à 180 pour la systolique, 110 pour la diastolique, sans qu'il existe de signe de gravité clinique. La crise hypertensive, ça peut être asymptomatique ou, comme écrit dans l'ISA, paucisymptomatique avec uniquement des céphalées. Autre point important, parce qu'on va y revenir dans quelques instants, c'est que vous voyez que pour la crise hypertensive, il existe un seuil bien défini de 180-110 mm de mercure. Alors, la crise hypertensive, c'est quasiment l'opposé point par point d'une autre notion, celle d'urgence hypertensive. Et schématiquement, une urgence hypertensive, c'est une urgence médicale ou chirurgicale où l'HTA joue un rôle soit déclencheur, soit favorisant, soit aggravant. Et ce sont donc des situations graves où il va falloir gérer en urgence et la problématique aiguë et l'HTA qui l'accompagne. Alors vous voyez que j'ai mis des sortes de pointillés pour le niveau seuil à partir duquel on peut parler d'urgence hypertensive, et bien parce que ce n'est pas super clair. Par exemple, l'ISA dit que, à la différence de la crise hypertensive, il n'y a pas de seuil à partir duquel on peut commencer à parler d'urgence hypertensive. C'est une position qui est diamétralement opposée à celle des recos ESC 2024 qui, au contraire, disent que pour parler d'urgence hypertensive, la pression artérielle doit être forcément supérieure à 180-110 mm de mercure. Et puis vous avez la troisième position, l'entre-deux du Collège des enseignants de cardiologie, qui dit que dans le cas d'une urgence hypertensive, la pression artérielle est souvent supérieure à 180-110 mm de mercure. On verra aussi dans quelques minutes en détail ce qu'est l'hypertension artérielle maligne, mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une entité qui fait partie des urgences hypertensives sans pour autant en être un synonyme. Alors on va détailler un tout petit peu plus ce que sont les urgences hypertensives. Dans le collège de cardiologie, la définition est la suivante. Une urgence hypertensive, c'est une HTA le plus souvent sévère ou installée rapidement chez un patient normotendu et qui est associée à une atteinte aiguë des organes cibles. Ces urgences sont rares mais mettent en jeu le pronostic vital. Ce sont donc bien des urgences médicales ou chirurgicales où l'HTA joue un rôle déclencheur favorisant ou aggravant. Et cette urgence, elle est sur un organe cible classique de l'HTA, comme on l'avait vu dans une vidéo précédente, notamment au niveau du cœur, de l'œil, du cerveau, du rein ou des vaisseaux. Alors si on veut faire une petite liste des urgences hypertensives, il va tout d'abord y avoir celles qui sont en rapport avec l'HTA, mais dans des tableaux cliniques qui peuvent aussi survenir en l'absence d'hypertension artérielle, donc cette dernière n'est pas indispensable. C'est le cas par exemple de l'hémorragie méningée ou de l'AVC, ou sur le plan cardiologique du syndrome coronarien aigu, de l'OAP ou de la dissection aortique. On est bien d'accord que ces urgences hypertensives sont des situations urgentes qui mettent bien en jeu le pronostic vital, mais qui peuvent aussi très bien survenir en l'absence d'HTA, et pour lesquelles l'HTA représente une cause favorisante, mais pas forcément obligatoire. En effet, vous pouvez très bien faire un AVC ou un syndrome coronarien aigu sans hypertension, mais clairement, une grosse poussée hypertensive va favoriser et l'un et l'autre. Et puis, il existe aussi des situations classées dans les urgences hypertensives, mais cette fois-ci, l'HTA est le trigger, le déclencheur du tableau. Elle est responsable de la situation. Ce sont des tableaux vasculaires avec la pré-éclampsie et l'éclampsie, mais également l'HTA maligne qu'on va détailler très largement dans quelques instants. On rapproche également des urgences hypertensives des contextes particuliers dont je vous ai écrit ici les principaux. Par exemple, l'HTA dans le cas du phéochromocytome, dans le cas d'une sténose des artères rénales, mais également l'HTA lié à un usage de drogue, notamment d'amphétamine, d'LSD, cocaïne ou ecstasy. Ces situations sont apparentées aux urgences hypertensives.
Alors on va passer un petit peu plus de temps sur l'HTA maligne parce que la physiopathie est intéressante et parce que je trouve que c'est un truc qui est souvent un peu difficile à comprendre dans les différentes ressources que j'ai pu consulter. Je vous rappelle que l'HTA maligne se situe ici dans notre diagramme, donc ça reste une cause possible d'urgence hypertensive, mais la particularité d'une HTA maligne, c'est d'être une HTA accompagnée d'une défaillance ischémique d'un ou plusieurs organes du fait des modifications microvasculaires liées à l'élévation de la pression artérielle. Alors je vous ai remis les sources en question qui expliquent très bien ce que je vais essayer de vous synthétiser en quelques slides. Alors vous savez que le régime de pression et la pulsatilité varient tout au long de l'arbre artériel, et là où sur les gros vaisseaux il existe une grande pulsatilité et des niveaux de pression élevés, eh bien au niveau des capillaires il n'y a plus de pulsatilité et c'est un niveau de pression beaucoup plus faible qui s'exerce. Et ça, c'est grâce à ce qu'il se passe au niveau des artères de moyen calibre qui sont capables d'encaisser cette pulsatilité et les hauts niveaux de pression qui sont transmis par les gros vaisseaux. Et en faisant cela, eh bien, ces artères de moyen calibre permettent de protéger la microcirculation. Ainsi, les artères de moyen calibre sont capables d'encaisser une élévation chronique de la pression artérielle en se remaniant, en s'hypertrophiant, protégeant les petits vaisseaux, et en aigu, ces artères de moyen calibre sont également capables de s'adapter en modulant leur calibre, là encore, toujours dans le but de protéger les vaisseaux de plus petit calibre en distalité. Très schématiquement, en temps normal, quand la pression artérielle se modifie, les artères de moyen calibre s'adaptent et protègent la microcirculation. La fonction endothéliale va impliquer le système nerveux autonome et plusieurs systèmes paracrines et endocriniens qui vont agir sur le rein et le système vasculaire en général, et notamment la microcirculation elle-même. S'il existe une élévation de la pression artérielle qui est rapide et brutale, les capacités d'adaptation des artères de moyen calibre sont dépassées et la contrainte importante sur la paroi vasculaire va être transmise jusqu'aux plus petits vaisseaux et il va y avoir des lésions des cellules endothéliales. Cela ouvre la voie au passage en extravasculaire de protéines plasmatiques, de plaquettes, de fibrinogènes, et cela va aboutir à l'obstruction progressive de la lumière vasculaire avec ischémie dans les territoires en aval. L'activation plaquettaire et des voies de coagulation vont pouvoir être à l'origine d'un processus de microangiopathie thrombotique. Ensuite, l'altération de la fonction endothéliale va aussi agir sur les systèmes hormonaux, dont le système rénine-angiotensine-aldostérone. Ce SRAA va augmenter les chiffres de pression artérielle, ce qui va conduire à un cercle vicieux. Le SRAA va par ailleurs conduire à la production de cytokines inflammatoires, responsables d'une toxicité sur les cellules endothéliales, ce qui va créer fibrose, dysfonction endothéliale et favoriser encore l'ischémie d'aval de façon diffuse au niveau de l'endothélium, créant alors des dysfonctions d'organes. Pour en finir avec la physiopathe de l'HTA maligne, il est écrit dans le collège que son mécanisme comporte également une part d'hypovolémie, liée à l'augmentation de la natriurèse avec hyperaldostéronisme secondaire et hypocalémie, et que ce cercle vicieux aggrave l'encéphalopathie hypertensive et contraint les diurétiques. Alors oui, globalement, l'augmentation de la pression artérielle va induire une natriurèse qui n'est pas dépendante de la volémie, parce qu'elle se fait par un mécanisme rénal direct, mais puisque la natriurèse augmente, eh bien, il va y avoir des urines, et donc une diminution de la volémie, et donc ces patients vont être en hypovolémie relative, qui va conduire à l'activation du SRAA, ce qui va encore aggraver le phénomène puisque la vasoconstriction artérielle qui en résulte va diminuer le débit sanguin rénal au niveau des artères afférentes, ce qui va encore aggraver les choses. Donc effectivement, dans cette entité particulière qu'est l'HTA maligne, il existe un certain niveau d'hypovolémie relative, ce qui va avoir effectivement des conséquences dans la prise en charge, on va en parler dans quelques instants. Alors maintenant qu'on a vu la physiopathe, voyons les signes cliniques, les atteintes cliniques qu'on peut voir dans cette maladie. Et on va commencer par celle que vous trouverez partout, l'atteinte rétinienne. Alors pourquoi l'atteinte rétinienne est aussi importante quand on décrit l'HTA maligne ? Eh bien tout simplement parce que vous avez bien compris que cette HTA maligne, c'est une atteinte de la microcirculation médiée par des lésions induites par l'HTA. Et quand on réfléchit, il n'y a pas 50 endroits dans l'organisme où on peut relativement facilement voir les capillaires et voir ce qui se passe sur la microcirculation. Donc finalement, la microcirculation rétinienne, c'est de fait un reflet direct de l'ensemble de la microcirculation. On va donc avoir des signes de rétinopathie hypertensive avec des irrégularités du calibre artériel, donc des alternances de zones rétrécies où il existe une vasoconstriction intense, et puis à l'inverse de zones dilatées où les mécanismes d'autorégulation sont dépassés. Ensuite, le dépôt des protéines plasmatiques dans l'espace sous-endothélial du fait des lésions vasculaires vont constituer des exsudats secs. La nécrose des capillaires et des artérioles entraîne des hémorragies en flamèche qui sont disposées en rayons en pourtour du nerf optique.
et le tout s'associe bien évidemment à l'œdème papillaire. Mais on a vu que cette atteinte rétinienne, elle est le reflet de la microcirculation, mais finalement, c'est tout l'endothélium qui souffre de ces poussées hypertensives. La rétine, c'est facile à voir, mais vous aurez des lésions similaires sur le plan mécanistique au niveau cérébral ou au niveau rénal, par exemple. Au niveau neurologique, vous allez avoir le tableau d'encéphalopathie hypertensive, et en miroir de l'œdème papillaire qu'on avait tout à l'heure au niveau de la rétine, eh bien on va avoir un œdème cérébral pouvant là aussi s'associer à des processus hémorragiques, par analogie toujours aux hémorragies en flammèche qu'on a vues au fond d'œil. Le tableau clinique associe alors des troubles de la conscience, des céphalées, des convulsions en rapport avec l'hypertension intracrânienne, mais également des troubles visuels, c'est le PRES syndrome qui est très bien décrit également dans le livre du collège. L'atteinte rénale, elle, est plus tardive. Les conséquences de l'ischémie glomérulaire persistante sont une nécrose des artérioles et des glomérules, aboutissant au tableau de néphro-angiosclérose maligne. Et on a déjà évoqué tout à l'heure le cas de la microangiopathie thrombotique. Donc voilà, toutes ces explications avaient pour but de mieux vous aider à comprendre ce que c'est que l'HTA maligne, puisque c'est un sous-item de rang A dans l'ISA, et que le petit texte qui est écrit juste ici, qui est sur la fiche LISA, ne permettait pas forcément de bien comprendre tous les tenants et aboutissants de cette pathologie. Alors je vous propose que nous revions maintenant aux urgences hypertensives en général, et maintenant qu'on a vu ce que c'était, comment on les définit, voyons brièvement comment on en fait le diagnostic et les éventuels examens paracliniques pertinents dans le contexte. Alors pour ce qui est du diagnostic, bien sûr les chiffres tensionnels élevés, en sachant là encore, on l'a vu tout à l'heure, que l'histoire du seuil n'est pas tout à fait claire selon la source dans laquelle on regarde, et cette hypertension artérielle, bien évidemment, est associée à des points d'appel cliniques qui vont varier en fonction de l'atteinte de l'organe cible. Ensuite, je vous ai remis ici les examens paracliniques tels qu'ils sont décrits dans le livre du collège, avec des examens biologiques qui évidemment font la part belle au rein et au bilan hématologique, et puis avec des choses qui dépendent du contexte, par exemple la troponinémie si on est dans un contexte évocateur de syndrome coronarien aigu, et puis également l'électrocardiogramme, et là encore des examens d'imagerie qui vont bien évidemment dépendre du contexte, avec notamment l'échocardiographie ou l'imagerie cérébrale si on est dans un contexte de déficit neurologique, ou l'imagerie aortique si on évoque une dissection aortique. Ensuite, on arrive au sous-item suivant, celui de la prise en charge d'une urgence hypertensive. Alors sur la chaîne, vous aurez la prise en charge des urgences hypertensives en rapport avec une urgence d'ordre cardiologique. On a ainsi déjà vu par le passé la prise en charge de l'OAP et la prise en charge du syndrome coronarien aigu dans les vidéos dédiées. Par contre, pour le reste, je vous renvoie vers des ressources dédiées, par exemple l'AVC, je ne vais pas partir sur ce terrain-là. En revanche, ce qu'on peut discuter, c'est les principes généraux de la prise en charge de l'urgence hypertensive. Donc ce sont des situations qui mettent en jeu le pronostic vital, donc hospitalisation en urgence, en soins intensifs ou en réanimation. Évidemment, il va falloir faire le traitement spécifique des insuffisances d'organes ou des complications associées. Par exemple, la dissection aortique, si elle nécessite un geste chirurgical, c'est sûr qu'il va falloir faire ce geste chirurgical. Par contre, à côté de ça, il va falloir gérer la pression artérielle, mais attention, il faut éviter une baisse trop brutale de la pression artérielle afin d'empêcher les conséquences de la perte de l'autorégulation de la pression artérielle, entraînant une hypoperfusion cérébrale, une ischémie myocardique ou rénale. Et donc, on a globalement 3 cas de figure. Soit il existe un déficit neurologique focalisé, et à ce moment-là, il est nécessaire d'attendre l'imagerie cérébrale pour ne pas méconnaître un AVC, parce que s'il y a un AVC, le fait d'avoir une pression artérielle moyenne plus élevée, c'est essentiel pour maintenir une circulation sanguine cérébrale suffisante pour ne pas élargir le territoire affecté par l'AVC à la zone de pénombre. Si en revanche on est dans une situation type OAP ou dissection aortique, on va chercher vraiment à diminuer rapidement la pression artérielle immédiatement. Et puis, troisième cas de figure, celui d'une HTA maligne avec un syndrome PRES, par exemple. Alors, dans ce cas, il est plutôt préconisé d'avoir une diminution plus progressive de la pression artérielle par un traitement IV, avec l'objectif de diminuer la pression artérielle dans quelques heures et d'aboutir à une normalisation dans les à peu près 48 heures. En effet, dans ce genre de situation, une baisse trop rapide exposerait en effet à une aggravation cérébrale, rénale ou cardiaque. Pour le traitement, je vais passer assez vite dessus puisque c'est pas dans l'ISA. Vous voyez d'ailleurs que j'ai enlevé le petit logo rambé en haut. Je vais juste commenter un petit peu ce qui est écrit dans le collège et puis je vais commencer par le bas et je vais remonter. Dans les syndromes coronariens aigus ou l'OAP, utilisation en première attention des dérivés nitrés, très bien, mais attention, les dérivés nitrés, ça permet de vasodilater, ça permet de faire descendre la post-charge, c'est très bien,
mais c'est pas forcément un traitement qui va permettre de régulariser la pression artérielle à lui tout seul. Je vais y revenir dans quelques instants. Dans le phéochromocytome, plutôt la bétalol IV, ok. Et puis sinon, dans les autres cas de figure, en première intention, soit l'uradipyle IV, soit les inhibiteurs calciques. Et c'est écrit contre-indiqué dans l'insuffisance cardiaque. Alors ça rejoint, je fais le pont avec ce que je voulais vous dire il y a quelques secondes. C'est-à-dire que dans les situations de syndrome coronarien aigu ou d'OAP, quand vraiment vous avez des chiffres tensionnels extrêmement élevés, juste avec des dérivés nitrés, c'est un peu illusoire de passer le cap. Ça peut arriver que parfois vous voyez de la nicardipine dans ce contexte-là. Donc cette contre-indication, elle est tout à fait relative. Une particularité du traitement de l'HTA maligne, c'est directement la conséquence de l'hypovolémie relative dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire que les diurétiques sont contre-indiqués et il va falloir bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone. Vous avez compris à quel point c'était fondamental. Par contre, ça, vous ne pourrez le faire qu'après avoir restauré une volémie. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser que chez un patient hypertendu, d'aller mettre une réhydratation, ça paraît contre-intuitif, mais du fait du mécanisme avec hypovolémie, il faut d'abord réhydrater pour restaurer une volémie normale, puis après bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone avec des IEC ou des ARA2. Et puis bien évidemment, surveillance rapprochée du patient et notamment de la pression artérielle, alors surveillance armée. Et puis, recherche et prise en charge d'une cause curable. Bien évidemment, on va rechercher une HTA secondaire ou une mauvaise observance qui aurait précipité les choses. Alors, on a terminé tout ce qui se rapporte à l'urgence hypertensive et je vais juste revenir un petit instant sur la crise hypertensive dont on a parlé au tout début parce qu'on l'a un petit peu laissé de côté. Donc globalement, vous avez bien compris que c'est une situation qui ne nécessite pas d'hospitalisation, il n'y a pas de gravité inhérente en phase aiguë. Il va falloir en revanche s'assurer que le traitement est bien conduit, éventuellement l'adapter et organiser une consultation de suivi puisqu'il va falloir s'assurer que ce chiffre de pression artérielle élevé est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. J'avais dit que je reviendrai aussi brièvement sur la notion d'HTA résistante. Donc on a déjà parlé en partie 4 quand on a fait le schéma de titration du traitement de l'hypertension artérielle. Une HTA résistante, c'est défini par une HTA non contrôlée malgré une hygiène de vie adaptée et une trithérapie antihypertensive à dose optimale comprenant un diurétique thiazidique et habituellement un IEC ou un ARA2 et un inhibiteur calcique. C'est une pression artérielle qui n'est pas contrôlée au cabinet et qui aussi est confirmée comme étant non contrôlée par des mesures ambulatoires. 2 ou 3 petites infos supplémentaires que je ne vous avais pas donné la fois dernière, c'est que c'est quelque chose de relativement fréquent puisqu'on imagine que ça touche entre 10 et 20% des patients hypertendus. Et ces patients hypertendus, c'est des patients hypertendus lambda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des patients particuliers qui font de l'HTA résistante, en dehors de ceux qui ont une HTA secondaire sous-jacente, qui exposent plus facilement à l'HTA résistante, mais c'est surtout des patients mal contrôlés où le pronostic est moins bon, donc il faut y passer un petit peu plus de temps. Et notamment, rechercher des facteurs qui vont plutôt être associés à cette HTA résistante. Donc bien évidemment la mauvaise observance, l'existence de médicaments qui vont faire monter les chiffres de tension ou de drogue et notamment la prise d'alcool, les apports excessifs en sel, la faible activité physique et le syndrome d'apnée du sommeil. Et bien voilà, c'est les quelques choses que j'avais à vous dire sur les concepts d'urgence hypertensive. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et puis je vous remercie aussi pour ça. C'est vraiment très très cool, surtout pour une chaîne aussi nichée, on va dire. C'est vraiment super. Donc merci encore à toutes et tous pour votre soutien, vos commentaires sympas. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous, merci beaucoup. Et à très bientôt. À plus.